J'ai décidé de m'attaquer à un monument du seinen, 20th Century Boys, qui nous raconte l'histoire d'un groupe de copains qui rêvent de sauver la Terre d'affreux vilains. Il se trouve que quelques années plus tard, leur rêve pourrait bien devenir réalité. Bonjour à tous, c'est Armo Sensei. Aujourd'hui je vous raconte l'histoire de 20th Century Boys. Nous sommes en 1997, on suit Kenji Endo, un jeune homme tenant une petite supérette avec sa mère. Un jour sa sœur va leur laisser sa fille Kana avant de partir aussitôt. Juste après ça, des policiers viennent au magasin afin de poser des questions sur l'un des clients, Shikishima, qui a subitement disparu, ainsi que toute sa famille. Kenji n'a pas d'informations particulières à leur transmettre, mais il va se rendre chez le client en question pour voir s'il reste de l'alcool qu'il lui avait livré plus tôt. Là-bas, il y trouve un symbole. Ça l'intrigue, alors il va le montrer à ses potes d'enfance. Il y en a certains à qui ce symbole va rappeler vaguement quelque chose, mais sans plus. Un jour, Mario, un ami d'enfance de Kenji, va venir le voir pour lui montrer dans le journal la mort de Donkey, un autre pote d'enfance de leur bande. Donkey est issu d'une famille nombreuse qui se trimballe sans arrêt avec sa serviette pleine de morve, car il a sans arrêt le nez qui coule. La particularité qu'il a par rapport aux autres est sa rapidité. Avant de se rendre aux obsèques, Kenji reçoit une lettre. À l'intérieur, il y trouve un bref message de Donkey lui demandant s'il va bien, accompagné d'un dessin. Le même dessin que Kenji a trouvé lorsqu'il a rendu visite au client du magasin que recherchait la police plus tôt. Dans sa lettre, Donkey demande à Kenji si ce dessin lui dit quelque chose. Aux obsèques, Kenji apprend de Maruo que Donkey s'est suicidé. Kenji veut en savoir plus, et se renseigne auprès de la femme de Donkey. Elle lui dit qu'il n'a jamais eu de soucis particuliers, sauf avec un ancien élève, Masao, qui était en contact avec un ami peu recommandable. Kenji trouve bizarre que Donkey ait écrit dans sa lettre qu'il le recontacterait pour ensuite se suicider. Il se rend à l'université de technologie d'Oshanomizu afin de retrouver ce fameux Masao. Il demande à l'accueil des informations de l'établissement et parvient à soutirer une information. Il était inscrit au cours de monsieur Shikishima, le client de la supérette qui a subitement disparu et où Kenji a vu le symbole pour la première fois. Son cours est désormais suspendu. En attendant, les élèves occupent le terrain de baseball. Kenji s'y rend alors afin de trouver une piste sur ce Masao. Il se rend compte qu'une partie des élèves porte un t-shirt avec le fameux symbole dessiné dessus. Ils les ont achetés à Masao qui selon eux fait partie d'une organisation, une secte. Ils mentionnent régulièrement le nom Ami ainsi que son but, devenir le maître du monde. Kenji obtient l'adresse de Masao et le voit sortir de chez lui. Il lui demande des explications sur le suicide de Donkey, mais ce dernier ne dit que des choses sans aucun sens. Du moins pour le moment. Kenji lui montre le symbole pour voir si ça lui dit quelque chose. Il lui répond que s'il connaît ce symbole, il n'est plus très loin d'amis. Kenji retrouve ses amis d'enfance dans un bar. Il leur montre encore une fois ce symbole pour voir si ça dit quelque chose à quelqu'un. Mais personne n'en a souvenir. Monchan se souvient juste d'avoir enterré quelque chose au pied d'un arbre avant que des promoteurs aient construit des immeubles lorsqu'ils étaient enfants. Nos amis se rendent sur place. L'arbre est toujours présent, alors ils commencent à creuser. Ils finissent par tomber sur une boîte avec le symbole dessiné sur le couvercle. En ouvrant la boîte, ils n'y trouvent que des jouets, des affiches coquines, bref, des choses sans importance. Mais il reste un tissu à l'intérieur, qui avait été placé par Donkey justement. Ils le déplient et voient le symbole dessiné en gros dessus. C'est Ocho qui a créé ce symbole au départ, lorsqu'ils étaient enfants, et il a déclaré ceci. Ceux connaissant ce symbole seront nos vrais amis. Malheureusement pour Kenji, Monchan doit prendre un avion pour Düsseldorf. La bande est réduite à 4. Maruo, Yoshitsune, Croix et Kenji. Les autres ne veulent pas creuser davantage l'affaire du dessin, mais Kenji, lui, n'en a pas encore terminé. Ce dessin inventé par eux enfants a été retrouvé sur la maison d'un professeur qui a disparu. Quelqu'un dans l'ombre utilise leur symbole. Ils font le tour des gamins susceptibles d'avoir connu ce symbole, Ocho, Konchi et une fille, Yukiji. Justement, ils tombent par hasard sur elle. Elle travaille désormais à la douane. Kenji lui montre le symbole, mais comme pour couper les liens avec son passé, elle préfère partir, d'autant plus qu'elle bosse. Ce n'est que plus tard que Yukiji rend visite à Kenji dans sa supérette. Elle lui transmet les coordonnées d'une amie à elle, Ichihara, avocate qui défend les familles dont les enfants ont intégré la secte dirigée par Ami. Parlons un peu des deux policiers qui étaient venus questionner Kenji au tout début avec l'affaire du professeur disparu Shikishima. Le chef de la police Shosan et son coéquipier Yama. Le chef est à une semaine de la retraite, il voudrait confier cette affaire à Yama pour qu'il puisse la terminer. Il fait part de tout ce qu'il a appris.
il a lui aussi fait le rapprochement avec le symbole retrouvé chez Shikishima et les t-shirts portés par certains jeunes de sa classe. Il en a ensuite parlé avec une personne qui connaît très bien les sectes. Ce dernier révèle une rumeur selon laquelle la secte, dirigée par Ami, serait en froid avec l'association du Cœur de Pierre. Justement, le dirigeant de cette secte a été poignardé par Masao, l'homme qui a questionné Kenji au sujet de la mort de Donkey. Shosan se rend alors à l'organisation de Cœur de Pierre et il tombe sur un responsable. Le responsable lui avoue que le dirigeant connaissait l'identité d'Ami, ils étaient dans la même secte il y a 17 ans. Il va voir cette ancienne secte qui le renvoie à une école primaire. En regardant les photos de classe, il s'aperçoit qu'il était dans la même classe que Kenji. Il va ensuite rendre visite à l'instituteur de l'époque et celui-ci se souvient très bien de cette classe de 1971 où se trouvait Kenji. Il la nommait la classe des cuillères tordues. Nous n'en saurons pas plus car le portable du chef sonne à ce moment-là, interrompant leur conversation. Il s'en va pour fêter l'anniversaire de son petit-fils, alors Yama lui dit de compter sur lui pour prendre la relève. Une fois dehors, le chef s'écroule, se vidant de tout son sang. Yama lui a injecté quelque chose dans le cou, il est en réalité un membre de la secte d'Ami. Le chef en savait déjà beaucoup trop, et mettait en péril le secret d'Ami. Yukiji revient au magasin de Kenji pour donner les adresses des anciens élèves, sauf celle d'Ocho qui est introuvable. On sait juste qu'il a disparu en Thaïlande, qu'un ami à lui l'a revu il y a 8 ans en Inde, et qu'il s'apprêtait à se diriger au Tibet habillé en moine. Nous faisons la connaissance de Dieu, un sans-abri qui devine le futur via ses rêves, au juste en regardant les gens. Il se réveille un soir en sursaut après avoir fait un terrible rêve, celui de l'extinction de l'humanité en décembre 2000. De retour avec notre cher Kenji, il reçoit un ultimatum de la part d'un responsable de la franchise de sa supérette. Soit il se débarrasse de sa nièce qu'il trimballe sur son dos, soit il annule son contrat. Le soir, plongé dans ses pensées, Kenji entre dans la chambre de sa sœur Kiriko. Il lit des lettres dont une retient son attention. L'expéditeur n'y est pas mentionné, mais un dessin du fameux symbole s'y trouve. Un autre homme, Moroboshi, avec un très bon statut social, voulait épouser Kiriko. Il est mort poussé sous un train par la même personne qui accoste Kiriko par la suite. Encore un homme en lien avec Ami. Dieu, le sans-abri, qui devine tout dans ses rêves, vient chercher Kenji pour qu'il voie un homme qui le demande. Cet homme est grièvement blessé et souhaite savoir ce qu'a prévu ensuite Kenji. Ce dernier ne comprend pas de quoi il parle, alors l'homme lui dit qu'il aurait tout prévu depuis enfant. Kenji se souvient qu'enfant, lui et ses autres potes ont imaginé un scénario où les méchants attaqueraient le Japon pour tout détruire. Avec Ocho, ils ont pensé à une attaque bactériologique. La première attaque a eu lieu à San Francisco. Kenji se souvient du lieu de la seconde attaque, Londres. Avant de rendre son dernier souffle, l'homme blessé lui dit qu'il est le seul à pouvoir sauver la Terre. Kenji n'ose pas impliquer ses amis dans cette histoire, il veut essayer de régler ça par lui-même. Il apprend qu'un concert est organisé par la secte d'Ami. Il se rend alors là-bas, avec le pistolet laser que lui a confié l'homme avant de mourir, dans le but d'en finir. Une fois sur place, il est entraîné de force à monter sur scène. Ami se trouve à ses côtés et lui apprend qu'il est le père de Kana, la fille de sa sœur Kiriko. Sous le choc, Kenji n'ose pas tirer sur lui après cette annonce, puis il se fait virer de la scène. Il contacte Yukiji pour transmettre ses informations à son amie avocate qui s'occupe des affaires liées à la secte. Yukiji lui rappelle que demain a lieu la réunion des anciens élèves et qu'il pourrait peut-être y trouver des indices sur l'histoire qu'il a inventée lorsqu'il était enfant. Kenji se rend à la réunion où il retrouve notamment Maruo Yoshitsune, puis un certain Fukube accoste Kenji et lui raconte que sa femme a été entraînée également dans une secte dirigée par un certain Ami. Tous les deux vont faire le point de ceux ayant connaissance de cette histoire inventée lorsqu'ils étaient gamins. Il y a Maruo, Yoshitsune, Monchan, Donkey, Croix-Croix, Ocho, Kenji, Fukube, et il y avait un autre enfant. Fukube se souvient enfant être allé à leur base secrète. Il y a trouvé leur cahier racontant le plan maléfique d'une organisation visant à gouverner le monde quand soudain un enfant lui demande de lui montrer ce cahier. Fukube et Kenji se font interrompre par leur ancien instituteur qui lance l'anecdote des cuillères tordues. Il demande à nouveau à tout le monde de fermer les yeux, sauf la personne qui a tordu les cuillères. Il s'adresse à cette personne, mais on n'en saura pas plus. Kenji raccompagne Fukube chez lui, mais avant de partir, Fukube se souvient du garçon qui lui a demandé de lui montrer le cahier de leur histoire. Il s'agit de Sadakiyo. Il portait toujours un masque et était très discret. Kenji ne parvient pas à se souvenir de son visage. De plus, une rumeur disait que Sadakiyo était mort lorsqu'ils étaient au collège. Mais pour Kenji, rien n'est sûr. Alors il essaie d'anticiper le prochain mouvement d'Ami. Il cherche dans ses souvenirs lorsqu'il a rédigé le cahier avec ses amis et se souvient qu'après l'attaque de San Francisco, Londres et Osaka, c'est l'aéroport qui est visé. Et qui travaille à l'aéroport? Yukiji. Kenji craint pour sa sécurité, il prend le premier taxi et se dirige à l'aéroport.
Il voit Yukiji dans la rue accompagné de son chien qui attaque un homme. Il s'agit de Manjume Inshu, le député du parti d'Ami. Cet homme laisse transparaître son t-shirt avec le symbole d'Ami. Kenji est persuadé qu'il possède une bombe à l'intérieur de sa mallette comme il l'avait inventé. Mais pour Yukiji, ce n'est qu'un sac contenant de la poudre au vu de la réaction de son chien. L'homme s'en va dans un taxi, confirmant à Kenji qu'il s'agit de la poudre dans son sac et lui demandant si l'aéroport mentionné dans son histoire existe bien. La réponse est oui, mais il s'est trompé d'aéroport. Il s'agit de celui d'Haneda. De plus, l'homme lui conseille de retourner dans sa boutique car les fidèles d'Ami vont arriver récupérer l'enfant divin, Kana. Kenji, la boule au ventre, se précipite au magasin. Il y trouve une horde de personnes à l'intérieur, mais il réussit à pénétrer et à récupérer Kana. Il s'enfuit aux côtés de Yukiji, c'est une victoire in extremis pour Kenji, mais une défaite pour Ami, et en cas d'échec dans la secte, il faut un coupable. Ce dernier est désigné aléatoirement au sein de la boutique, et il est brûlé vif à l'intérieur, mettant le feu à la boutique et détruisant le commerce de la famille de Kenji. Yukiji leur propose de séjourner dans l'ancienne résidence de son grand-père. Sa mère, comme à son habitude, se plaint envers Kenji de tous ses malheurs et lui rappelle qu'il y a des années, il avait même tué son Hortensia pour y enterrer quelque chose. Kenji fait tilt et part fouiller dans les décombres de la boutique. Il se rend dans le jardin et y déterre un vieux cahier où il est inscrit le cahier des prédictions. Cette fois, Kenji possède un atout qui pourrait lui permettre de déjouer les plans d'Ami. Bangkok, été 2000, nous rencontrons Shogun, un homme qui est appelé pour régler des problèmes délicats, mais si vous avez été très attentif, vous pouvez deviner de qui il s'agit. Il se fait d'ailleurs attaquer dans sa chambre par des hommes de Shaipon, un mafieux qui veut lui faire la peau pour avoir détruit sa drogue. Il réussit à s'enfuir sans dégâts et se réfugie chez Isono, l'unique personne à connaître son identité. C'est lui qui s'occupe de lui trouver des missions et qui met en ordre ses faux papiers. Il lui conseille de quitter le pays pour retourner au Japon avant que cela n'aille trop loin pour lui. Le téléphone sonne à ce moment-là, Isono décroche. Il confie une nouvelle mission à Shogun, il l'exécute rapidement, mais apprend qu'une nana qu'il connaît au nom de Mei est retenue chez Shaipon. Il part pour la libérer, mais se fait coincer dans une impasse par l'un des hommes de Shaipon. Ce type se barre lorsqu'un homme s'avance vers lui pour lui demander son chemin. Il s'agit de Manjume Inshu, le député du parti d'Ami. Ce dernier les dépose à un arrêt de bus. Shogun laisse Mei prendre le bus, puis part de son côté. Plus tard, Mei débarque chez Isono, où se trouve également Shogun. Elle est mal en point, elle a du sang qui sort des narines et de la bouche, mais elle a tenu à avertir Shogun que c'est Manjume qui lui a fait ça et qu'il compte également le supprimer. Shogun reçoit au même moment un coup de fil du Japon, il s'agit de Kenji. Kenji ne connaît pas Shogun, du moins pas sous ce nom-là. Il s'agit en réalité d'Ocho, son ami d'enfance. Il le prévient que l'organisation Ami devient de plus en plus puissante, en particulier son député Manjume. Suite à cela, Ocho demande à Isono un billet d'avion pour le Japon, puis il part régler une dernière affaire. Il va détruire le stock de la poudre blanche de Shaipon, puis prendre l'avion direction le Japon. Kenji accueille Ocho déguisé en lapin, il l'amène dans une ancienne rame de métro où il a monté une base secrète avec l'aide des sans-abri. Il présente sa mère ainsi que Kana qui a bien grandi depuis, elle a désormais 3 ans. Il montre le cahier des prédictions à Ocho, dont le fameux robot géant de 50 mètres de haut qu'ils avaient inventé. Ocho lui confirme qu'il a vu une photo de ce robot, il est déjà terminé. Effectivement, le parti d'Ami a réussi à créer ce robot grâce au professeur Shikishima, qui n'a pas eu d'autre choix que de participer à cette abomination pour revoir sa fille. Le fameux professeur Shikishima qui a disparu au début de l'histoire, vous en souvenez? Voilà pourquoi il a subitement disparu. Et justement, en parlant de sa fille, Kenji la retrouve grâce à un ancien élève qui dit avoir vu dans un magazine porno qu'elle travaille dans un club coquin. Kenji s'y rend et fait appel à ses services. Il essaie tant bien que mal de la raisonner, mais rien à faire, il obtient néanmoins la prochaine destination où se rendre, Kazumigazeki, là où sommeille encore le robot. Kenji et Ocho se rendent sur les lieux, mais n'y trouvent qu'un magnétoscope avec une cassette. En la mettant en route, ils découvrent un message d'Ami, demandant à Kenji de rassembler ses 8 amis au plus vite. Il réussit à rappliquer Fukube, Monchan, Maruo, Yoshitsune et Ocho. Yukiji arrive également, il ne manque que 2 personnes. Croix a refusé de venir, Kenji a demandé à 2 autres personnes qui ont eu connaissance du cahier de prédiction, les jumeaux Yanbo et Mabo. Malheureusement pour lui, ça risque de se retourner contre lui, car la lettre qu'ont reçue les frangins de Kenji, il la balance au méchant député du parti d'Ami, et dans la lettre, il indique l'endroit de sa base secrète, le con. Kenji envoie sa mère et Kana ailleurs en sécurité, car il sent que les vrais ennuis vont commencer. Les flics, sûrement prévenus par le parti d'Ami, font une perquisition dans les souterrains. Ils y trouvent des armes et des explosifs que Kenji et les autres avaient rassemblés pour s'opposer au robot. Kenji et les autres ont eu le temps de partir et se sont réfugiés dans les égouts.
Kenji se souvient que trop tard de la prochaine étape, le décollage de la fusée à partir de l'Assemblée nationale. Il s'agit d'un attentat envers les partis politiques et l'entière responsabilité de cette attaque va être posée sur le groupe de Kenji. À côté de ça, Kenji a la surprise de voir Kana dans la rue, qui est venu seul par le train pour être auprès de lui. Il l'emmène à la base secrète située dans les égouts et entend à la radio qu'une créature géante serait apparue dans les rues. C'est la panique dans le monde entier, subitement des personnes meurent d'hémorragie. Transportons-nous un peu dans le futur. Nous sommes en 2014 et nous retrouvons Kana Endo, la petite nièce de Kenji qui a 17 ans. Elle vit seule dans un quartier plutôt craignos et travaille dans un resto. Un soir, elle veut aller manger des ramen qui lui rappellent ceux qu'elle mangeait avec son oncle Kenji quand elle était petite. À partir de maintenant, nous n'avons aucune nouvelle de tous les autres, nous en saurons plus de ce qui s'est passé face aux robots un peu plus tard. Kana surprend des querelles de mafieux entre les Thaïlandais et les Chinois. Elle esquive leurs balles et leur demande de quitter les lieux. Kana est dotée d'une persuasion incroyable, et face à sa démonstration, les malfrats préfèrent s'éclipser. Du moins, ils sont partis pour rappeler respectivement leur chef. Ils se pointent au resto de ramen et s'assiedent aux côtés de Kana. Ils vont manger tranquillement, estimer que le territoire est neutre, et se tirer. En revenant au resto où elle travaille, Kana tombe sur des flics qui passent les menottes à son employeur. Elle frappe l'un des inspecteurs, un certain Shono. Elle se fait interroger, puis l'affaire est classée sans suite. L'inspecteur Shono tombe de nouveau sur Kana, devant le monument qui représente l'attaque sanglante de l'année 2000. Le nom du grand-père de Shono y figure, il s'agit de Shusan, le grand policier qui était à deux doigts d'élucider l'affaire d'Ami avant de prendre sa retraite. L'échange entre eux ne va pas plus loin, mais un soir, l'inspecteur Shono revient au restaurant demandant si le travesti Britney a été vu récemment. Le chef cuistot répond que non et demande à l'inspecteur de partir. Il va demander ensuite à Kana de rechercher ce travesti afin qu'il rembourse les repas qu'il n'a pas payés. Kana va réussir à le retrouver grâce à Maraya, un autre travesti. Il se cache dans un hangar car il a été témoin d'un meurtre dans une ruelle. Kana veut l'amener au commissariat, mais sur le chemin, il croise l'agent Honkan, un habitué du restaurant. Britney est tétanisé, il reconnaît de suite le meurtrier. Kana propose de l'envoyer chez sa grand-mère, à Yamagata, dès ce soir si possible. Elle accepte, mais veut absolument récupérer son rasoir, un cadeau de son père avant qu'il ne meure lors de l'incident de l'an 2000. Kana s'en charge et part chez Britney. En ressortant par la fenêtre, elle tombe sur l'inspecteur Shono. Elle se barre en courant après lui avoir confié que le tueur est l'inspecteur Honkan. Kana retrouve Britney et Maraya. La grand-mère de Kana est également surveillée par la police, elle ne peut pas y envoyer Britney. Kana lui demande s'il n'y a pas quelque chose qu'elle aurait vu ou entendu qui servirait de preuve contre le flic. Britney lui décrit une phrase en chinois qu'elle a entendue. Kana en fait la traduction. Il en ressort la phrase suivante. Le meurtre du pape, Ami. Dans le même temps, l'inspecteur Shono arrive en hangar. Il leur demande de lui faire confiance, il connaît quelqu'un de très haut placé dans la police, pouvant les aider. Effectivement, il connaît le chef de la police, mais ce chef n'est autre que Yama, l'assassin de son grand-père, Shusan. Il va directement les envoyer dans la gueule du loup con. Il raconte tout ce qu'il sait à Yama, sans pour autant dévoiler la position de Britney, ce qui est un bon point, bravo. Shono se retire, mais Yama contacte l'inspecteur Honkan et lui demande de surveiller Shono, qui suit les traces de son grand-père. Shono d'ailleurs rejoint le groupe de Kana dans le hangar. Maintenant qu'il est là, Kana peut retourner aider son patron dans son restaurant. Peu de temps après, Britney est tuée par balle par l'inspecteur Honkan. Heureusement, Kana a eu le nez et est revenu pour faire fuir Honkan. C'est un terrible échec pour nos amis qui ont laissé partir un dangereux meurtrier. Changeons d'ambiance, partons visiter une prison abandonnée au milieu de l'eau. La prison de la Luciole des mers où sont incarcérés les pires criminels. Bizarrement, on y retrouve un des mangaka qui est l'un des voisins d'immeuble de Kana. Il est amené par la suite au quartier de sécurité où sont balancés les détenus qui font des conneries. Là, il commence à parler avec un autre détenu qui finit par passer dans sa cellule en ayant creusé un tunnel avec une cuillère. Balèze le type. Il lui demande de faire le guet pour qu'il puisse continuer de creuser le mur de la cellule du mangaka qui mène d'après lui aux égouts. Cet homme n'est pas apparu comme ça par enchantement, il est dans la cellule voisine et a réussi à s'extirper de ses menottes en désarticulant certains membres. Mais qui est capable d'une telle chose? Eh bien quelqu'un que l'on connaît bien, très bien même. Le shogun alias Ocho. Des pas se font entendre. Ocho retourne vite dans sa cellule et le mangaka a caché les trous avec des feuilles calquées du mur pour bien camoufler. L'obscurité de la pièce fait le reste. Il s'agit de Masao qui est venu rendre visite à Ocho pour lui dire qu'il partait régler le cas de l'enfant divin, Kana. Le mangaka quitte sa cellule et remonte au bout de 2 semaines. Shogun lui demande de récolter certaines informations. Il réussit à les lui procurer, à savoir le sens des vagues ainsi que l'objectif de Masao, se rendre à Kabukicho pour tuer quelqu'un durant la visite du pape. Nos deux amis parviennent à terminer le tunnel, ils s'évadent et passent par le tunnel reliant Tokyo.
Ils finiront le trajet à la nage, puis avec un bateau de pêche. Ils atteignent enfin la terre ferme, et pas n'importe où, devant l'exposition universelle tenue par Amy. De peur de vous perdre, je tiens à vous faire un rapide résumé des histoires en cours. Kana est aux côtés de l'inspecteur Shono et Mariah le travesti. Ils ont laissé fuir le meurtrier de Britney, l'inspecteur Honkan. Ocho et les mangaka se sont enfuis de leur prison. Désormais, nous faisons la connaissance du jeune étudiante Koizumi au sein de sa classe qui doit trouver un sujet d'histoire. Elle choisit le bain de sang de l'an 2000 provoqué par le groupe terroriste de Kenji. D'ailleurs, elle se rend sur la tombe de Kenji Endo où elle rencontre Dieu qui mange des ramen assis devant. Elle veut savoir ce qui s'est passé durant le bain de sang de l'an 2000. Dieu accepte de tout lui raconter, tout comme Shogun raconte ce qu'il sait au mangaka. Reprenons en 2000, à partir du moment où nos amis décident de remonter à la surface pour affronter le géant robot qui tue tout le monde sur son passage. Kenji se souvient de l'avoir imaginé télécommandé, alors il part sans réfléchir à la recherche d'un immeuble très haut, étant un choix évident pour le pilote du robot, afin qu'il puisse le surveiller et le contrôler à sa guise. Monshan, Yukiji, Ocho se rendent à l'immeuble du parti d'Ami. Ils vont tout en haut jusqu'à atteindre la salle qui contrôle l'ensemble des caméras placées par Amy. Ils aperçoivent quelqu'un possédant un ordinateur sur un toit. Ils appellent Kenji pour lui expliquer où il est situé. Kenji s'y rend sans plus tarder et tombe sur Fukube qui pointe une arme face à un homme masqué qui se tient de l'autre côté de la clôture, au bord du vide. Fukube est convaincu qu'il s'agit de Sadakiyo, qu'il agit ainsi car il en veut à tout le monde pour l'avoir abandonné à l'école lorsqu'il se faisait martyriser. Fukube s'excuse mais toujours aucune réponse de la part de la personne masquée. Il enjambe alors la clôture et tente d'arracher l'ordinateur de ses mains, qui pourrait être la télécommande du robot. Il fait tomber le masque de Sadakiyo, sauf qu'en fait, ce n'est pas lui d'après ses dires, et on n'en saura pas davantage car les deux hommes tombent du toit. Le robot continue de fonctionner, cet homme n'est qu'un leurre, la cabine de contrôle se trouve dans le robot lui-même. Nos amis descendent et prennent le camion direction le robot. Seuls Kenji, Ocho et Maruo y vont, car ils n'ont que 3 combinaisons de protection contre le virus éjecté par le robot. Maruo conduit le camion, il ne reste plus que Kenji et Ocho pour escalader le robot. Évidemment, Kenji se lance seul avec les dynamites, refusant que son pote Ocho prenne ce risque. Une fois dans la cabine de contrôle, Kenji tombe sur un mannequin. Il y a un poste avec un message d'Ami qui lui dit qu'il se trouve devant lui. Kenji lève la tête et voit un camion transportant l'un des symboles de l'exposition universelle de l'époque. Le jour du 21e siècle est arrivé, une énorme explosion a lieu à l'endroit où se trouve le robot, présageant que Kenji a été tué dans l'explosion. Le pire, c'est qu'au final, le délégué du parti d'Ami, Manjume, est allé voir le Premier ministre pour lui expliquer que l'explosion ayant eu lieu entre le robot et le camion d'Ami a été un sacrifice d'Ami afin de protéger les citoyens. Ami passe pour le héros du pays aux yeux de tous, alors que le groupe de Kenji est accusé de terroriste. Parenthèse fermée, retournons au présent, et plus exactement avec la jeune étudiante Koizumi, qui vient d'apprendre la vérité sur le bain de sang de l'an 2000 grâce à Dieu. Toutefois, il la met en garde. Elle doit éviter à tout prix la secte d'Ami. Ce qui risque d'être compliqué puisque son professeur lui annonce qu'elle a été choisie par Amy pour un séjour à Amiland, un parc d'attractions qui met en scène le déroulement du grand bain de sang de l'an 2000 selon la vision d'Amy. Koizumi s'y rend mais un vieil homme travaillant comme homme d'entretien du parc va amener Koizumi au sein de sa base secrète pour échapper aux surveillants d'Amy. Il s'agit de Yoshitsune. Il lui explique comment se déroule Amiland. En gros c'est simple, ils sont 50. Les 2 derniers des attractions sont envoyés à Amy World. On ne sait pas trop ce qui s'y passe là-bas et on ne veut pas vraiment le savoir. Pour y échapper, il faut terminer dans les 3 premiers pour ensuite participer à un niveau bonus avant d'être hypnotisé par Amy. Yoshitsune veut savoir ce qui se passe durant ce niveau bonus. Pour cela, il briefe Koizumi sur les attractions pour qu'elle termine dans les 3 premières places. Elle va terminer 3e et obtenir l'accès au niveau bonus. Le niveau bonus est une retranscription d'un souvenir de la bande de Kenji en 1971, à l'aide d'un casque VR. Une fois à l'intérieur, Koizumi voit les enfants qui organisent une épreuve de courage en se rendant dans une grande résidence à la côte de la Pendue, hantée par des fantômes selon une rumeur bien connue du village. Koizumi suit la bande à Kenji, il pénètre à l'intérieur de la maison, il monte un escalier et tombe sur un grand drap blanc représentant un Teru Bozu. C'est une poupée blanche traditionnelle que l'on fixe aux fenêtres pour chasser la pluie. Les enfants quittent la maison ayant découvert que ce n'était que ça qui faisait peur aux gens, sauf Ocho et Kenji qui ont vu quelque chose d'autre derrière le drap blanc. Koizumi veut les suivre, mais en montant l'escalier, elle entend 2 voix sous le drap blanc. L'une d'entre elles dit « Si tu le dis, on ne sera plus amis. Si tu le dis, je te tue. » Se rappelant également de ce souvenir, Yoshitsune fonce à Amiland pour couper le courant afin d'arrêter la projection du souvenir. Elle ne doit surtout pas voir le visage d'Ami, sinon elle sera en danger de mort. Koizumi va pour soulever le drap blanc, mais il est tiré en arrière par le jeune Yoshitsune de la retranscription. Le lendemain, toujours au sein de la retranscription, elle croise Yoshitsune et lui demande si elle connaît les personnes qui étaient sous le drap. Il répond qu'il connaît l'un des deux grâce à ses chaussures vertes de son ancienne école.
Il est étrange et tente de parler aux extraterrestres. Il s'agit de Sadakiyo. Il le retrouve sur le toit de l'école et lui demande l'identité d'Ami. Sadakiyo leur dit qu'il se trouve derrière eux. Koizumi et Yoshitsune se retournent et en effet, ils font face à un enfant possédant un masque. Au moment où l'individu retire son masque, Yoshitsune parvient à couper le courant, et Koizumi a eu le temps de voir ce qui se cachait sous ce masque. Selon ses dires, c'était quelque chose qui n'était pas de ce monde. De retour avec notre cher Kana, Maraya et l'inspecteur Shono, Kana décide de se rendre dans le seul casino de la région, contrôlé par les mafieux. Elle veut gagner de l'argent, beaucoup d'argent et rapidement. Elle va tomber sur un homme connaissant très bien les casinos, et cet homme va lui apprendre le rapide Nabokov, basé sur un jeu de cartes qui consiste à miser contre la banque. Kana va réussir à ramasser un paquet de pognon, puis elle va en faire cadeau à tout le monde présent dans la pièce, même aux perdants, à condition de la rejoindre à 5 heures le lendemain matin, aux ruines de l'ancienne mairie. Son idée, faire la même chose que son oncle Kenji, se battre contre Ami, mais en ayant plus de monde. Elle cherche à recruter des gens. Elle réquisitionne l'église de Shinjuku pour rassembler tout ce beau monde. Yukiji est au courant, mais pas de la date, car elle possède quelques pages d'un autre cahier de prédiction que lui a remis Monchan avant de mourir en 2002 à l'hôpital. Dans ce cahier, il est dit qu'un rassemblement aura lieu en 2014 à l'église de Shinjuku. Le héros se lèvera, mais se fera tuer. Dans l'église, Kana prend tout le monde de court. Elle n'a pas de thunes à leur donner, mais ceux qui étaient là au casino lorsqu'elle a tout gagné savent de quoi elle est capable. Elle peut les rendre riches, mais il faut être prêt à bosser pour elle selon ses conditions. Elle réussit à obtenir le silence et surtout l'accord de la mafia chinoise, Thaï et les sans-abri. Shaipon, le boss de la mafia Thaï, débarque, ainsi qu'Ogyo, le boss de la mafia chinoise. Ils s'avancent près de la scène, Kana explique qu'Ami veut dominer le monde et qu'il compte utiliser les mafieux pour assassiner le pape, pour ensuite les accuser à sa place, comme ils ont fait avec le groupe de Kenji lors du bain de sang de l'an 2000. Yukiji arrive enfin à l'église et tente de se frayer un chemin jusqu'à Kana pour la prévenir du danger qui la guette. L'inspecteur Onkan est dans la foule, il sort un fusil à pompe, la foule s'écarte. Les vitrails derrière Kana se brisent, laissant apparaître Ocho qui arrive pour empêcher le meurtre de Kana, mais ça ne sera pas nécessaire puisque l'inspecteur se prend une balle à travers l'une des vitres et meurt. Ocho se dépêche d'aller dans l'immeuble d'à côté pour choper celui qui a tiré. En haut de l'immeuble, il trouve Masao, qui lui aussi détient le cahier de prédiction. Du moins, il se nomme le nouveau cahier de prédiction. Il lit l'un des passages à Ocho qui est le suivant. La venue de la mère sacrée engendrera l'enfer ou le paradis. Après une courte réflexion, il en déduit qu'il s'agit de la mère de Kana, tout en se tenant à l'échelle de l'hélicoptère qui est venu le sauver. De son côté, Kana réussit à obtenir la trêve entre les Thaïs et les Chinois, puis tout le monde se barre illico presto car les flics envahissent l'église. Koizumi, quant à elle, est toujours suivie de près par Ami, dont l'une des responsables l'invite à Ami World pour avoir été une vilaine fille, comme elle dit, faisant référence à sa fuite. Elle trouve un numéro d'aide sur sa carte de membre d'Amiland, qui se trouve être Yoshitsune. Elle lui raconte qu'Ami l'a invitée à Ami World et qu'elle ne peut leur échapper. Yoshitsune y voit là une occasion de l'aider puisqu'il devrait y être transféré en tant que balayeur. Koizumi retourne en classe, mais fait une crise de panique lorsqu'elle voit le nouveau professeur d'anglais et tombe dans les vapes. Une fois réveillée à l'infirmerie, elle trouve Kana à côté qui lit un bouquin. Elle lui demande si elle connaît Yoshitsune, puis lui raconte tout ce qu'elle a traversé depuis qu'elle s'est intéressée à l'événement du bain de sang de l'an 2000. Elle lui raconte aussi l'attraction qu'elle a fait à Amiland, ainsi que sa rencontre avec Ami lorsqu'il a retiré son masque. C'était le même visage que celui du professeur d'anglais, la tête d'un adulte sur le corps d'un enfant. Kana lui demande de l'attendre, puis s'en va. Koizumi erre dans les couloirs de l'école à la recherche de Kana, puis tombe sur le professeur d'anglais qui se présente face à elle, Sadakiyo. Kana revient mais ne trouve plus Koizumi, elle part voir à la salle d'épreuve si Sadakiyo s'y trouve, mais là non plus, chou blanc. Koizumi est emmené chez Sadakiyo. Il possède une énorme collection de mangas et autres jouets de l'époque enfant. Il semble avoir des hallucinations puisqu'il parle sans arrêt à sa mère alors qu'il n'y a personne. En réalité, cette dite mère se trouve être un ordinateur qui lui rappelle de s'identifier périodiquement. Il détruit l'ordinateur et demande à Koizumi de l'amener à Kana. Il se trouve qu'en réalité, cette maison est un musée à l'effigie d'Ami. Tout ce qui s'y trouve fait partie de la collection d'Ami. Sadakiyo y met le feu et emmène Koizumi loin d'ici avant qu'un Dream Navigator ne l'emmène pour Ami World. Ami est le seul enfant qui a voulu être copain avec Sadakiyo. Il a vécu une enfance très difficile, martyrisé, moqué, frappé, ignoré à cause de son visage. Il se dirige vers une maison de retraite, celle où réside Sekiguchi, leur professeur lorsqu'ils étaient en primaire. De son côté, Kana est emmenée par la directrice de l'école chez Sadakiyo car elle doit le voir. Sur le trajet, elle est appelée par un Dream Navigator. Il semble qu'elle soit plus qu'une simple directrice. Une explosion survient au niveau de l'habitacle de sa voiture, entraînant un accident juste après qu'elle ait révélé à Kana que son père est Ami. Une rencontre a lieu entre l'une des navigateurs Takamatsu et le député du parti d'Ami, Manjume.
Takamatsu sent le danger arriver avec la révolte de Sadakiyo, qui pourrait se regrouper avec Ocho, qui possède le mémo que lui a remis Monchan avant de mourir, ou du moins Yukiji. De plus, Takamatsu annonce que les pouvoirs de Kana se sont réveillés. Il pourrait très bien découvrir le mensonge de 1970. Pour ne prendre aucun risque, Takamatsu lance ce qu'elle appelle la rupture. Elle encercle la maison de retraite où se trouvent Koizumi et Sadakiyo. Sadakiyo raconte à Koizumi qu'il y a quelques années, Monchan est venu le voir pour savoir la vérité derrière le visage masqué d'Ami. Sadakiyo lui raconte tout ce qu'il sait, Monchan veut en faire un mémo. En marchant dans la soirée, en racontant leur nostalgie de l'époque, Sadakiyo prend une pierre et la fracasse sur Monchan. Monchan, qui je le rappelle, meurt sur le lit d'hôpital avec Yukiji à ses côtés. Sadakiyo reprend son mémo taché de sang en affirmant avoir fait ce qu'il fallait faire. Kana arrive enfin à la maison de retraite et réussit à y pénétrer pour rejoindre le toit où se trouvent Sadakiyo et Koizumi. En voyant l'intervention de Kana, Takamatsu, la Dream Navigator, accélère la procédure et demande la destruction du bâtiment carrément. S'il faut sacrifier Kana, c'est pas grave. Elle la remplacera par l'enfant qu'elle compte porter d'Ami par insémination. Sur le toit de l'immeuble, Yoshitsune arrive avec un hélicoptère pour sauver nos amis. Sadakiyo remet le mémo à Koizumi, puis ferme la porte qui mène au toit derrière lui en partant. Sadakiyo parvient à s'enfuir, mais il est retrouvé mort brûlé dans sa voiture en pleine nuit. Quant aux autres, ils se retrouvent à la base secrète de Yoshitsune. Sur le mémo, Kana parvient à déchiffrer une adresse où a pu vivre Kiriko, sa mère. Elle se rend à l'adresse indiquée et tombe sur un vieux cinéma où un gérant raconte qu'il a hébergé quelque temps cette femme lors du festival du cinéma de 2002. Il l'avait déjà rencontrée avant, vers 94-95. À cette époque, c'est elle qui était parvenue à confectionner un vaccin contre l'attaque bactériologique. Kana se rend dans les ruines de l'hôpital de la Falaise où sa mère travaillait. Dans les ruines, elle y trouve son bureau, mais surtout une preuve qu'elle travaillait pour Ami. Le gérant du cinéma s'approche de Kana pour savoir si tout va bien et lui montre un vieux film qu'il a retrouvé du festival de 2002 où apparaît sa mère Kiriko. Elle y a laissé un message disant qu'elle était pire que Godzilla et qu'elle allait demander l'aide à un certain docteur Yamane. Elle prévient que l'année 2015 sera la dernière si Ami est encore au pouvoir. Et en parlant du docteur Yamane, Yukiji montre des photos à Koizumi pour qu'elle puisse reconnaître Ami. Yoshitsune reconnaît sur l'une d'entre elles un garçon qui s'appelle Yamane. Yukiji se souvient que cet enfant avait nommé un poisson clown de la classe Kiriko. C'est une piste plausible sur une collaboration entre Yamane et Kiriko pour Ami. Ocho se rend chez un collègue de Yamane dont il réussit à avoir l'adresse. Yoshitsune et son équipe se préparent également à partir à la recherche de ce fameux docteur Yamane. L'année 2015 approche et elle ne risque pas d'être bonne d'après Dieu. On retrouve Maruo qui travaille pour Namio, un chanteur japonais populaire. Ce chanteur est invité à rencontrer Ami en personne. Maruo l'attend dans la salle d'attente avec un gilet d'explosifs sous sa tenue. Namio lui dit de ne pas hésiter si une occasion se présente à lui, il est au courant de l'histoire d'Ami. Namio le rencontre, puis sort, sans que Maruo n'ait eu le courage d'activer ses explosifs. Ce ne sera pas pour aujourd'hui, comme dit Namio. Ocho et le mangaka Kakuta arrivent chez Yamane, mais une voisine leur dit qu'il a déménagé il y a 4 ans. Elle leur donne sa nouvelle adresse qui est près de la maison où habitait Ocho enfant. Soudain, un souvenir lointain surgit chez Ocho. Il se souvient que Yamane l'avait accosté pour lui proposer de se joindre à lui dans son club de sciences. Il voulait créer un nouveau cahier de prédictions avec Ocho et proposait de développer un virus plutôt qu'un robot géant. Il communiquait par message dissimulé dans un livre en particulier à la bibliothèque. Ocho s'y rend en espérant y retrouver le livre après toutes ces années écoulées. Il réussit à trouver le livre et à l'intérieur se trouve un message disant « Rendez-vous en salle de biologie la nuit du nouvel an 2015 pour une réunion secrète ». Ils se rendent en salle de biologie et tombent sur Yamane. Yamane prévient qu'Ami devrait arriver d'un moment à l'autre pour l'éliminer car il veut que cette réunion soit secrète. Maruo de son côté connaît l'identité d'Ami grâce au portrait qu'a dessiné Namio. Il demande à Namio s'il peut partir régler une affaire puis s'en va. Il arrive à l'école où il voit au loin Kana puis entend un coup de feu. Du côté de Yoshitsune et Yukiji, on y fait des découvertes très intéressantes également. L'exposition universelle a eu lieu en 1970 lorsqu'ils étaient en CM2. Or, Koizumi affirme que lorsqu'elle a fait l'attraction à Amiland, elle a lu un journal datant de 1971. Pour Yoshitsune, soit Ami s'est trompé, soit il a menti. Il appelle leur ancien professeur Sekiguchi afin de savoir qui était le fameux élève qui avait provoqué les cuillères tordues. Le professeur lui révèle le nom, mais sans que nous le sachions nous lecteurs. Ocho, Yamane et Kakuta font face à Ami. Yamane sait qu'Ami n'est qu'un menteur. Il sort une arme pour en finir et lui tire dessus. Ami ne s'attendait pas à ce scénario, il s'effondre au sol, mort. Yamane s'en va, mais se fait abattre par derrière par des hommes d'Ami. Ocho en profite pour soulever le masque et découvre qu'il s'agit de Fukube. Cela explique pourquoi il était présent en haut de l'immeuble lorsqu'il a été rejoint par Kenji,
avant qu'il ne tombe dans le vide avec la personne qui l'a fait passer pour ami contrôlant le robot géant. Kana elle aussi se souvient d'un homme qui l'a soulevé bébé et l'a laissé dans la cour de l'école, c'était Fukube. L'information arrive aux oreilles des médias en quelques minutes. Le monde entier pleure la mort d'Ami, lui qui était le sauveur du grand bain de sang de l'an 2000. Kana raccompagne Kakuta le mangaka à sa résidence avec Osho. Sur le chemin du retour, Kana demande à Osho de l'accompagner pour arrêter l'organisation Ami qui détient toujours le virus. Kana sait que c'est la faute de sa mère si le bain de sang a tué 150 000 personnes. Osho lui raconte que Yamane et Kiriko se sont revus en 2003. Yamane s'occupait de développer un virus toujours plus dangereux et Kiriko s'occupait d'y trouver un vaccin. C'était le deal, mais Yamane en voulait toujours plus jusqu'à ce qu'il veuille mettre au point un virus décimant 99% de la population mondiale. Kiriko n'a pas le choix que de trouver un vaccin, sinon la quasi-totalité de l'humanité périra. Elle quitte le laboratoire pour travailler de son côté. Et justement, les médias ne font qu'enchaîner les informations de dernière minute. Plusieurs membres haut placés du parti d'Ami sont morts et de plus en plus de gens sont atteints d'un virus qui les vide de leur sang, comme lors du massacre de l'an 2000, mais cette fois-ci le virus se montre plus virulent. Rendons une petite visite au Nouveau-Mexique en Amérique, pour y retrouver un vieil ami que l'on n'a pas vu depuis longtemps, Croix. Il a monté sa petite affaire et travaille avec son fils. Un jour, il se rend dans un village, mais il n'y trouve qu'un petit garçon nommé Danny. Tout le reste du village est mort. Croix demande au jeune garçon de lui raconter ce qui s'est passé. Un jour, une femme lui propose de prendre un médicament pour le tester en échange d'argent. Danny va voir son père pour lui raconter. Son père, pauvre, qui s'en fout de lui dit d'accepter, mais il va lui prendre l'argent. Quelques jours plus tard, tout le monde meurt, hormis Danny, le petit garçon qui a pris le médicament de la femme. Cette femme, vous l'avez bien deviné, il s'agit de Kiriko. Dès lors, Croix décide de rectifier son refus à Kenji d'il y a 15 ans. Il prend sa voiture et fonce avec son fils et Danny sauver le monde. Plusieurs régions du Japon sont touchées. Les villes sont mises en quarantaine, Setagaya, Murobetsu. D'ailleurs, un homme est toujours recherché, il était sur les lieux où l'épidémie a commencé à se propager. Il s'appelle Morizono. Koizumi reçoit un appel de son amie Tomoko. Cette dernière ne se remet pas de la mort de son petit copain. Pour la soutenir, Tomoko partage des vidéos et photos de lui à Koizumi. Sur l'une des vidéos, la dernière avant qu'il ne meure, on peut voir un homme renverser du saumon et nettoyer en portant un masque. Ce détail a son importance car au même moment, la sonnette retentit chez Tomoko. Il s'agit de Morizono qui vient livrer du saumon frais. Koizumi, toujours en conversation, la prévient qu'il est le meurtrier de son petit copain. Elle prévient le ravisseur qu'elle possède une copie de la vidéo, mais hélas, Morizono regarde l'annuaire du lycée, présent chez Tomoko, et trouve l'adresse de Koizumi. Elle est désormais en danger à son tour. Koizumi ne perd pas de temps, elle sort de chez elle, mais tombe sur un des hommes de Yoshitsune qui l'emmène. Il la rassure pour son ami, les hommes sont sur place pour s'occuper d'elle. Koizumi arrive au repère de Yoshitsune, mais pas le temps pour elle de souffler, elle part avec lui et Kana en direction d'Amiland pour connaître la suite du plan d'Ami en utilisant le simulateur du passé où Koizumi avait découvert le visage de Sadakiyo. Ils arrivent jusqu'au stage bonus, mais uniquement Yoshitsune et Koizumi pour se rendre dans le simulateur de 1971. Une fois à l'intérieur, Yoshitsune observe qu'à la place du terrain vague où se trouvait leur base secrète, se tient désormais un bowling fraîchement construit par Dieu lui-même. D'après Yoshitsune, il n'y a pas d'erreur. Ils sont bien en 1971, contrairement à Koizumi, où elle était en réalité en 1970. Yoshitsune d'ailleurs croise Monchan enfant au bowling. Il lui dit qu'il est venu après avoir nettoyé l'aquarium de la salle de sciences. Yoshitsune se souvient. C'est aujourd'hui que Donkey va retourner à la salle de sciences pour rebrancher la pompe de l'aquarium et y découvrir quelque chose qui le poussera à sauter par la fenêtre de la classe. Kana, situé à l'extérieur de la simulation, avec l'un des ingénieurs de Yoshitsune, remarque qu'une personne s'est connectée au simulateur depuis l'extérieur. Il s'agit de Manjume. Les trois se dirigent vers la salle de sciences, puis une quatrième personne se connecte au simulateur, mais il a l'air de tout connaître par cœur puisqu'il les rejoint à une vitesse complètement dingue. Kana sent que quelque chose cloche, elle enfile un casque puis demande à l'ingénieur de Yoshitsune de l'envoyer là-bas. Malheureusement pour elle, elle atterrit dans la chambre de tonton Kenji. Elle se dépêche donc de rejoindre la salle de sciences. On retrouve donc Kei qui remarque que la pompe de l'aquarium était bien allumée, puis en allumant une lampe à l'huile, il voit un enfant pendu. Il s'agit de Fukube. Devant lui se trouvent Sadakiyo et Yamane. Donkey veut faire descendre Fukube pour espérer le sauver, mais Yamane lui dit de ne pas intervenir pour ne pas gêner le miracle de se produire. En effet, Fukube ouvre les yeux, il est bien conscient. Est-il mort puis vivant de nouveau? Est-ce un tour d'ami? On ne sait pas. Fukube donne l'ordre de rompre Donkey, c'est pourquoi ce dernier va sauter par la fenêtre. Juste après, Yoshitsune, Koizumi, Kana et Manjume arrivent. Manjume est là pour savoir ce que cherche à faire Fukube. Vous vous souvenez que j'ai dit qu'une quatrième personne s'était infiltrée dans le simulateur? Il arrive également, il s'agit d'Ami.
du moins d'un homme masqué du symbole. Il est venu tuer Fukube. Manjume se voit retirer son casque de simulation par Ami lui-même. Les deux sont désormais plus présents dans la simulation. Simulation qui commence à devenir instable, les décors se déforment. Koizumi retire le masque de Sadakiyo, car c'est de cette façon qu'elle avait réussi à sortir de la simulation la première fois. Et ça fonctionne, mais elle est la seule à être revenue. Yoshitsune revient après avoir appris ce qu'il a fait durant l'été de 1971, il construisait une seconde base secrète dans un terrain vague. Kana sort à son tour après avoir promis à Donkey de devenir un justicier. Les médias annoncent que la venue du pape au Japon est bien maintenue lors de l'ouverture de l'exposition universelle de 2015. Nous faisons la rencontre du père Luciano à Rome. Il était un ancien délinquant qui vivait à Naples, mais un jour le père Pellin est venu le voir pour qu'il lui dise si un ouvrage était ancien ou non. Luciano a lu la Bible en entier, et par la suite, il est entré dans les ordres. Père Pellin est mort. Dorénavant, père Luciano occupe son bureau. Il y trouve des recherches sur un livre en particulier qui annonce la fin de l'humanité à la fin de l'année 2015. Après plusieurs recherches, père Luciano trouve que la mort de père Pellin est troublante, car il a été retrouvé ivre avec une bouteille de vin rouge, or il était allergique. Père Luciano se rend au Vatican rendre visite au Monseigneur pour lui faire part de ses découvertes. Monseigneur lui certifie qu'il n'a pas connaissance de ce livre. Il lui demande de laisser tomber les recherches que menait père Pellin. Mais une phrase va toutefois interpeller père Luciano. Il dit « Ne vous inquiétez pas, l'année 2016 aura bien lieu ». Comment peut-il posséder une telle information s'il n'a pas lu le livre? De retour à son bureau, père Luciano découvre que toutes les recherches et affaires du père Pellin ont été emmenées au Vatican. Père Luciano regarde par la fenêtre et distingue plusieurs hommes. Il sent qu'il est sur une piste louche, il s'enfuit en changeant de tenue. Il est arrêté plus tard par la police au Japon. C'est l'inspecteur Shono en personne qui va l'interroger. Il va apprendre qu'il s'agit d'un prêtre et qu'il vient prévenir l'assassinat du pape. Shono réussit à le faire sortir et l'amène à l'église de Kabukicho où l'attend Kana. Ils se réunissent avec Yoshitsune, Yukiji, Ocho et l'ensemble est formel. Ami est toujours en vie. Le curé japonais Anitani était un mafieux à l'époque. Par le passé, il a été sauvé par le pape qui n'était qu'un homme d'église qui avait besoin d'aide pour amener des vaccins à une autre église. Il compte bien participer comme il peut à sa protection, comme il le dit, il croit plus en lui qu'en Dieu lui-même. Le pape arrive à Kabukicho, il se dirige vers l'église pour aller à la rencontre du père Anitani. Tous nos amis cherchent Masao car ils savent qu'il souhaite assassiner le pape. Le pape arrive à l'église, il revoit son cher ami Nitani, lequel le met en garde sur un grand danger qui le guette, puis repart. Tout s'est déroulé sans incident, mais un événement de dernière minute est annoncé. Lors de l'ouverture de l'exposition universelle, le pape sera assis face au cercueil d'Ami. Ocho et les autres surveillent les endroits les plus ouverts d'où pourrait tirer Masao lors de l'ouverture de la cérémonie. Du côté de Croix-Croix, on apprend que le virus progresse vers le nord, aux États-Unis. Des motards ont reçu un vaccin par une japonaise qui est partie pour le lac Michigan à la MGC Pharma afin d'en produire en plus grande quantité. Les médias annoncent justement que le bâtiment vient de prendre feu. Croix-Croix ne perd pas de temps et fonce sur les lieux en compagnie des motards, son fils et Danny. Pareil pour Maruo à Hokkaido qui observe, avec le médecin, que le virus se propage vers le nord. Apparemment, un homme masqué déposerait le virus à chaque endroit avant de continuer sa route à pied. La cérémonie de l'exposition universelle commence. Le pape se trouve bien face au cercueil d'Ami et commence son discours quand tout à coup, Ami se lève. Un coup de feu retentit mais Ami s'est placé devant le pape et se prend la balle dans le bras. Il passe une seconde fois pour un sauveur aux yeux de tous. Après ça, de nombreux hommes masqués ont été aperçus, balançant le virus un peu partout dans le monde. Faisons une halte dans le passé, et plus précisément en 1969. À ce moment-là, Fukube cherche à entrer dans la bande de Kenji en échange de les laisser venir chez lui lire des mangas. Mais ils ne font pas attention à lui. Ils se barrent même sans lui dire au revoir. Alors Fukube décide de se rendre à leur base secrète. Il y trouve un cahier de prédiction, Sadakiyo arrive au même moment. Fukube accepte de devenir son ami à condition qu'il l'appelle Ami. À partir de ce jour, Fukube va rédiger son propre cahier de prédiction. On va le voir parler comme un chien à Sadakiyo et l'utiliser comme il l'entend. Il va mettre en place le fameux Teru Teru Bozu dans la maison hantée sur la côte de la Pendue. Vu qu'il s'ennuie à mourir durant ses vacances, il espère effrayer la bande à Kenji pour rigoler. Il emprunte le masque de Sadakiyo pour se rendre à la maison hantée pour qu'on ne le remarque pas. Mais Kenji va le voir et l'embarquer avec sa bande en pensant qu'il s'agit de Sadakiyo. Arrivé au manoir, Fukube compte sur Sadakiyo pour faire bouger le Teru Teru Bozu, pour effrayer Kenji, mais ça ne fonctionne pas. Fukube en colère demande à Sadakiyo d'avouer qu'il est l'auteur de cette blague sous peine de ne plus être son ami, voire de le tuer. C'est à ce moment-là que Yoshitsune arrive devant eux et que Kenji et Ocho déballent l'escalier depuis le premier étage en ayant vu un fantôme. C'est à la suite de cet événement que Sadakiyo va changer d'école.
Fukube va tomber par hasard sur Yamane, et ensemble ils vont commencer à mettre en place leur plan de créer un virus pour ensuite créer un vaccin, etc., etc. Comme le cas qu'il y a eu entre Yamane et Kiriko avant qu'elle ne s'enfuit du laboratoire. Fukube l'annonce dans le cahier des prédictions, le dernier jour d'été, il y aura un miracle. Il parle du fameux miracle où il se pend tout en étant vivant. An 3 après la mort d'Ami. Un mur sépare Tokyo du reste du Japon. Nous allons suivre Katsuo, un jeune enfant qui se situe du côté où la vie est difficile. Ocho va réussir à franchir le mur et atterrir de l'autre côté. Le jeune Katsuo va l'aider en voyant qu'il est blessé. Sa sœur Sanae va découvrir qu'il cache Ocho. Elle lui demande alors comment c'est de l'autre côté du mur, mais Ocho lui révèle que c'est exactement pareil qu'ici. Sanae raconte à Ocho qu'il existe deux organisations, deux groupes. L'un qui se nomme le groupe de Genji qui est dirigé par Yoshitsune, et l'autre qui veut assassiner Ami qui est dirigé par Kana, surnommée la Reine des Glaces. Sanae amène Ocho à l'intérieur de la maison tard le soir pour qu'il écoute la télé. À la fin des programmes, ils entendent difficilement un message qui dit « Prenez les armes le 20 août à minuit ». Puis la télé tombe en panne. Ocho demande l'aide aux enfants pour le conduire à Shinjuku afin de se rapprocher de l'église de Kabukisho. Il est transporté dans une charrue avec la télé en panne. Ils arrivent au bowling de Dieu et d'ailleurs à l'intérieur ils y trouvent Dieu lui-même qui attendait la venue d'Ocho. Dieu connaît un chemin qui mène à l'église par les souterrains, mais le chemin est trop étroit pour Ocho. Seuls Katsuo et Sanae peuvent l'emprunter. Les enfants y pénètrent, mais Katsuo va être distrait par la présence d'une vieille locomotive de métro. À l'intérieur, ils y trouvent un homme blessé qui fait partie de la bande à Kenji. La locomotive se fait ensuite encercler par des hommes de la brigade de défense de la Terre, dirigée par Ami. L'homme se rend pour laisser filer les enfants, mais leur demande de prévenir la Reine des Glaces que sa révolte prévue le 20 août va tomber à l'eau. D'alors, Sanae va aller prévenir la Reine des Glaces en se rendant au restaurant de Soba. Elle demande à Katsuo de continuer à se rendre à l'église de Kabukisho afin de prévenir le curé Nitani de la présence d'Ocho. Katsuo réussit à ramener le curé Nitani au bowling, tandis que Sanae arrive au restaurant de Soba. Elle raconte à Kana comment elle est parvenue à trouver son repère et la prévient que son attaque prévue le 20 août va être un échec. Mais il n'y a rien à faire, ni Kana ni ses hommes ne veulent abandonner. Sanae est raccompagnée en même temps que Kana change de planque. On retrouve Koizumi qui tombe par hasard sur le guitariste du groupe qu'elle suivait partout à l'époque du lycée. Ce guitariste chante désormais dans la rue, mais Koizumi reconnaît sa voix, alors elle décide de l'enregistrer pour la faire écouter à un ami. Elle l'emmène voir Maruo pour voir s'il peut le produire, mais vu que tout est désormais contre les paramis, il ne peut pas produire n'importe quelle chanson. Alors il demande s'il est bien l'auteur de cette chanson. Le guitariste répond qu'il l'a appris il y a 3 ans, en 2015, par un homme qui se faisait appeler le Diable. Namio Haru l'écoute également, et pas de doute, pour eux il s'agit de la chanson de Kenji. Justement, en parlant de Kenji, on pourrait avoir de ses nouvelles plus tôt qu'on le pensait. L'inspecteur Shono s'occupe de la surveillance à la frontière nord. Il est l'heure pour lui de prendre sa pause, mais de l'agitation à l'extérieur va le réveiller en sursaut. Un homme se faisant appeler Joyabuki, sur une moto et possédant une guitare, se trouve à la frontière. Il pourrait s'agir de Kenji, d'après son apparence, d'autant plus que le nom de Joyabuki fait référence au personnage du manga Ashitanojo, manga qu'il lisait souvent. Mettons ça de côté et retournons voir Ocho. Il tombe sur Sanae qui lui explique qu'elle n'a pas pu arrêter Kana. Il lui demande de rentrer chez elle en récupérant son frère à l'église pour ne plus se mettre en danger. Grâce à Sanae, Ocho sait où trouver Kana. Il la retrouve en train de préparer des explosifs dans un souterrain de Tokyo. Il tente de la raisonner car Ami est au courant de cette attaque prévue le 20 août, mais rien n'y fait, elle n'en a plus rien à foutre. D'ailleurs, elle s'est vaccinée il y a quelques années devant les mafieux chinois et thaïs. Elle l'a fait comme un pacte envers eux, mais en réalité, elle est la seule à avoir reçu le vaccin. Les mafieux misent tout sur Kana pour arrêter Ami. Comme le dit Shaipon, elle est leur dernier espoir. Ocho fait écouter la musique qui passe à la radio ressemblant énormément à la musique que chantait Kenji. Kana reprend espoir, son oncle est peut-être toujours en vie. Après avoir discuté avec Ocho, elle prend la décision d'annuler finalement l'attaque du 20 août et part de son côté à la recherche du diffuseur de la musique de Kenji. Elle demande à ses hommes de faire bien attention en attendant qu'elle revienne, de rester prudent et discret. Ocho, quant à lui, va partir à la recherche du groupe de Yoshitsune. On retrouve Joyabuki qui chante avec sa guitare comme le Kenji qu'on connaît. Il en joue face à l'inspecteur Shono qui reconnaît cette musique. C'est la même que Kana lui a fait écouter. Des habitants détruisent la frontière et se dirigent vers Sir Richard, celui qui a l'air de contrôler le commandant Serizawa qui veille à la frontière. C'est le supérieur de Shono. Il entraîne tous les villageois dans sa chanson, puis s'arrête. Son show est terminé pour aujourd'hui. Joyabuki reprend sa bécane en direction de Tokyo. Shono le suit à vélo car il a reconnu la chanson que lui a fait écouter Kana. Kana justement tombe sur l'un de ses hommes qui lui apprend que leur base a été attaquée par les soldats d'Ami. Il est le seul à s'être enfui. Kana, folle de rage, retourne à la base avec Ocho, mais il s'agit d'un coup monté.
Les soldats d'Ami les attendaient. Il les emmène dans une pièce où se trouve Manjume. Manjume va leur faire une proposition inattendue, celle de tuer Ami. Il explique que dès enfant, Fukube avait parlé avec Manjume qui, à l'époque, cherchait à monter des business rapides et lucratifs. Il tombe sur le jeune Fukube et se rend compte qu'il possède des pouvoirs paranormaux. Il veut en faire un show à la télé, mais les médias n'en veulent pas. Alors furieux, Fukube met en place son plan machiavélique pour se venger de tous ceux qui n'ont pas cru en son pouvoir. Il va devenir le maître du monde et supprimer l'humanité. Un peu radical quand même. Mais lors d'une réunion, il y a 3 mois de ça, Manjume s'est entretenu seul à seul avec Ami. Et il l'a entendu murmurer « Que ferait Fukube à ma place ?» Pour Manjume c'est clair, Ami n'est plus Fukube. C'est pourquoi il demande à Kana et Ocho de tuer Ami. Joyabuki alias Kenji se rend en compagnie de Shono à la frontière du Kanto. Hélas problème, il faut un laissez-passer pour pénétrer à l'intérieur de la région et rejoindre Tokyo. Les 2 hommes vont être séparés par Spade, un gars qui arnaque les gens avec de faux laissez-passer pour s'en mettre plein les poches. Il leur raconte qu'une seule personne a réussi à franchir la frontière sans mourir avec un faux laissez-passer. Mais le faussaire en question n'est plus en activité. Kenji demande tout de même son adresse, puis s'en va lui rendre une petite visite. Il s'agit d'Ujiki Tsuneo, l'un des mangaka voisins de Kana. Kenji voit qu'il reste des brouillons dans une poubelle, ce qui prouve qu'il est encore en activité. D'ailleurs Kenji garde l'un de ces brouillons et se dirige vers la porte de la frontière. Le mangaka Ujiki veut l'arrêter car il risque la mort s'il se rend compte qu'il s'agit d'un faux. Kenji s'avance quand même, franchit la première porte, puis revient. Il dit que c'est bon, et demande à Ujiki de faire des laissez-passer pour tout le monde. Ils finissent par tous passer, mais l'inspecteur Shono lui a été arrêté par l'armée du Kanto. Kenji compte bien le délivrer, et pour ça, il faut pénétrer le château. Spade et d'autres gars sont de la partie, ils sont 7 en tout, mais durant la nuit, Kenji décide d'y aller seul. Une fois en haut, il fait face à l'homme qui a poussé Moroboshi sous un train, l'un des prétendants à Kiriko, la sœur de Kenji. Pas simple de s'en rappeler de celui-là. Il avoue avoir également enlevé la fille du docteur Shikishima, d'avoir construit le robot géant. Les autres gars se sont réveillés la nuit et voyant l'absence de Kenji, ils comprennent qu'il est parti seul au château. Ils décident de le rejoindre au plus vite. Ils libèrent les prisonniers dont l'inspecteur Shono et rejoignent Kenji. Kenji fait face au meurtrier, on va dire, car on ne connaît toujours pas son nom, et parvient à le maîtriser en douceur. Kenji avoue avoir fui la vérité du bain de sang, mais lorsqu'il a entendu parler d'un virus de nouveau en circulation lors de l'ouverture de l'exposition universelle de 2015, il a décidé de devenir un justicier. Kana et Ocho finissent par rejoindre Yoshitsune. Ensemble, ils se rendent au dojo de Yukiji. Les 4 se préparent pour l'affrontement face à Ami. Yukiji demande, avant toute chose, à Kana de rencontrer sa mère Kiriko. Kana n'a pas le temps pour ça, de plus Maruo est parti pour la rencontrer, mais il va tomber sur une forteresse où un drapeau de croix-croix flotte dans les airs. Il rencontre Croix-Croix, qui l'amène voir Kiriko. Ils enfilent des combinaisons et pénètrent dans une pièce où Kiriko est enfermée. Cette dernière retire sa combinaison, active le virus dans la pièce afin de savoir si son vaccin mis au point est prêt ou non. Si dans les 24 heures elle n'a rien, ce sera la victoire de l'humanité. Dans le cas contraire, Ami aura gagné. En attendant, elle est prête à répondre à toute question. Elle confirme que Fukube est bien Ami et qu'il est bien le père de Kana. La dernière fois que Kiriko a revu Ami en Amérique en 2015, elle est sûre que malgré la voix ce n'était plus Fukube. D'ailleurs Kana, Ocho et Yukiji vont rendre une petite visite à Ami. Kana se rend seul face à Ami, et pareil Kana a la certitude qu'il ne s'agit plus du véritable Ami, ce n'est qu'une doublure. Pendant ce temps-là, Ocho et Yukiji sont accompagnés par Takamatsu dans une pièce. Ils ouvrent une porte voisine et tombent sur le bureau de Manjume, où Manjume lui-même est mort sur son fauteuil avec le casque du simulateur d'Amiland. Takamatsu arrive à son tour et leur donne des armes. Ce sont celles qui ont tué Manjume et les chargeurs sont vides. Le piège tendu par Takamatsu est parfait, son but à elle, c'est juste d'être la prochaine sainte mère d'Ami. Elle les laisse partir car elle a besoin que les extraterrestres, comme elle les appelle, les terroristes, soient vivants, pour les accuser d'avoir tué Manjume et pourquoi pas par la suite leur mettre d'autres merdes sur le dos. Ocho et Yukiji se barrent, descendent et atterrissent dans une sorte d'usine. Ami prévoit d'utiliser une soucoupe volante pour asperger le monde entier du virus et détruire ainsi l'humanité. Ils y trouvent cette fameuse soucoupe volante. Un homme fait son apparition, le créateur de la soucoupe et ministre de la recherche, l'un des jumeaux Mabo. Il les emmène voir son frère Yanbo. Là, ils arrivent à un énorme robot qui a été créé par le docteur Shikishima pour contrer la soucoupe volante d'Ami. Toute cette opération est faite à la base avec le soutien de Manjume qui, comme je le rappelle, veut en finir avec Ami. Désormais, il est mort, mais le robot pourrait très bien servir pour nos amis. Petit point avant d'entrer dans la phase finale de l'histoire, l'inspecteur Shono se trouve avec Kenji qui se dirige vers Tokyo. Kiriko, Croix-Croix et Maruo sont ensemble et testent l'efficacité du vaccin. Ocho et Yukiji sont avec l'ingénieur Shikishima qui a produit un robot géant pour contrer la soucoupe volante d'Ami.
Kana est face à Ami, et Koizumi est en compagnie de Dieu. Allons prendre des nouvelles de Kiriko, enfermée dans sa pièce. Elle commence à contracter des effets du virus. Elle crache du sang. Mais il s'agit peut-être d'un effet secondaire de son vaccin. Le temps passe et finalement, les 24 heures sont passées, confirmant la validité du vaccin. C'est la victoire de l'humanité. Konchi, le DJ qui passe la musique de Kenji en boucle, est recherché par l'armée de la protection de la Terre dirigée par Ami. Il se réfugie dans une sorte de supérette et il entend quelqu'un. Une personne qui dit être enfermée depuis 3 ans à l'intérieur de cette pièce. Il lui dit qu'il est recherché et lui demande son aide. Lorsqu'il dit à la personne enfermée qu'il s'appelle Konchi, il ouvre la porte et lui demande de porter une batterie jusqu'à l'hélicoptère qui se trouve dehors. Il s'agit de Masao, alias numéro 13. Ils parviennent à décoller et se dirigent vers Ami. Des révélations sont faites sur Takamatsu. C'est elle qui a tué Manjume et par conséquent elle a pris sa place en tant que secrétaire générale du parti Ami. Des soucoupes volantes apparaissent à différents endroits pour y balancer de la peinture. C'est un repérage, un test pour le jour J, où Ami utilisera réellement sa soucoupe pour asperger le monde entier de son virus. Grâce à ces hommes postés un peu partout, Kana se rend compte que l'endroit qui n'a pas été touché est l'exposition universelle. Le problème, c'est que l'armée de la protection de la Terre s'est postée devant tous les tunnels permettant à Kana et les autres de se déplacer librement à travers Tokyo. Ami fait une annonce à la télé. Il prévoit la destruction du monde dans 1 semaine et propose à Kenji de jouer avec lui. 2 jours sont passés depuis son annonce, il reste donc plus que 5 jours avant la fin de l'humanité. Kana se rend à la maison de la radio pour émettre la musique de Kenji, pour appeler au rassemblement des citoyens à l'exposition universelle. À l'intérieur, elle tombe sur Masao en compagnie de Konchi qui sont venus pour remettre en place l'antenne. Parallèlement, avec l'aide de Sanae qui émet également la musique qu'elle possède grâce à Kana, les citoyens écoutant la musique sont de plus en plus nombreux. Namio Haru joue de sa popularité pour attirer un maximum de gens à l'exposition. On retrouve le docteur Nakahata, qui était avec Maruo à un moment à Hokkaido. Il est rejoint par Kiriko qui cherche tous les médicaments possibles afin de produire des vaccins. Ceux qui restent vont être distribués par Croix et Maruo au sein de Tokyo. Maruo tombe sur Kenji au mémorial de la paix qui fait face au robot géant. Il emprunte un camion et part avec Kenji en direction de l'école. Ils y trouvent Ami. L'inspecteur Shino retrouve l'ancien collègue de son grand-père, Yama, celui qui l'a assassiné car il en savait trop sur Ami. Yama va se faire tirer dessus à longue distance par un soldat de l'armée d'Ami. Il va confier à Shono qu'il a un rapport caché dans la tour du soleil de l'exposition universelle. Dans le même temps, le robot géant du docteur Shikishima vient de se mettre en marche. Les troupes de Yoshitsune et Yukiji assiègent le bâtiment du parti d'Ami. Yukiji monte au bureau de la directrice Takamatsu. Kana, qui organise la scène du concert pour faire chanter un maximum de personnes, est à bout de force, elle finit par s'écrouler. Elle est raccompagnée à son ancien appartement par Maraya le travesti, à Shinjuku. Mais pas le temps de se reposer, le robot géant s'y dirige. Kana est réveillée et se dirige vers l'exposition universelle, comme lui a indiqué Kenji lorsqu'elle s'est assoupie dans son lit. Les frères jumeaux tentent d'empêcher le décollage des soucoupes volantes, mais rien à faire, elles se dirigent vers l'exposition universelle. Ocho parvient à s'infiltrer dans le robot géant, il utilise l'un des canons pour détruire 2 soucoupes volantes. Sadakio passe en douce derrière Ami pour le prendre en otage avec un couteau. Eh oui les gars, Sadakio n'est pas mort, c'est pas dingue ça? C'est pas lui qu'on a retrouvé finalement calciné dans la voiture après qu'il soit parti de la maison de retraite. Masao, rempli de rage envers Ami, fonce sur la 3e soucoupe volante avec son hélicoptère. La soucoupe s'écrase au sol où se trouvaient Ami, Sadakio et Kenji. Le virus est hors d'état de nuire, toutes les soucoupes volantes ont été neutralisées, c'est une véritable victoire pour nos amis. Heureusement, Kenji n'a rien et Sadakio s'en sort avec quelques blessures. Maruo envoie l'un des mangaka présents chercher un médecin. Ami lui est allongé au sol avec une barre métallique qui lui transperce l'abdomen. Kenji retire le masque d'Ami, son visage est similaire à celui du Fukube, mais on ne sait toujours pas de qui il s'agit. Ami est mort, nos amis rejoignent le groupe de Croix, puis celui d'Ocho. La terreur exercée par le parti d'Ami est terminée. Kenji est ensuite invité à se rendre à la base des Nations Unies, où un profiler, c'est-à-dire une personne qui se met à la place de quelqu'un, en l'occurrence ici d'Ami, tient à remercier Kenji. Ils ont réussi à mettre la main sur la dernière page du nouveau cahier de prédiction qui dit « La bombe antiproton fera disparaître l'humanité ». Pour comprendre le sens de cette phrase, il propose à Kenji de se rendre dans le simulateur d'Amiland. Les connexions se font, Kenji est plongé à l'intérieur de son enfance. Il tombe sur une personne que l'on connaît très bien, Manjume, mais pas Manjume jeune, celui qui est vieux et qui a été tué par Takamatsu pendant qu'il était dans la simulation. Son esprit y est resté bloqué à l'intérieur. Kenji demande à Manjume s'il a entendu parler d'une bombe antiproton. Ce dernier se souvient qu'un enfant s'était arrêté à son stand et parlait du projet de Yamane et Fukube de créer une arme bactériologique, mais que si c'était lui, il ferait une bombe antiproton.
On essaie par tous les moyens d'identifier la personne qui s'est fait passer pour Ami à la suite de la mort de Fukube, mais toujours rien. Kenji semble avoir un doute, Sadakiyo pourrait potentiellement le savoir vu qu'il était proche d'Ami. Et justement, l'armée des Nations Unies arrive pour interroger Sadakiyo, qui est en convalescence à l'hôpital. Kana est à son chevet, car elle se sent responsable de son état. Un membre de l'armée des Nations Unies fait éruption à l'hôpital, il veut donner le sérum de vérité à Sadakiyo, afin qu'il puisse répondre à ses questions. Shono et Kana s'y opposent, Kana demande l'autorisation de la laisser lui demander personnellement. Elle a soudain une vision de lui enfant qui reçoit un papier où est écrit l'emplacement de la télécommande de la bombe. Elle se trouve dans la base secrète du terrain vague. Maruo, Croix et Ocho viennent rendre visite à Sadakiyo, mais ils tombent sur Yoshitsune devant l'hôpital, qui essaie de les joindre pour les prévenir que Sadakiyo va être admis en soins intensifs. En arrivant devant sa chambre, ils tombent sur des soldats des Nations Unies, qui essaient d'amener avec eux Kana jugé trop suspecte. Shono prend en otage le commandant et demande de lâcher Kana. Shono, Maruo et Kana emmènent le commandant dans la voiture, mais un barrage est déjà posé devant eux. Ne sachant plus quoi faire, Kana crie très fort le nom de Kenji pour lui demander de l'aider. Dans le simulateur de vie d'Amiland, le jeune Kenji vient trouver le Kenji qu'on connaît pour lui dire qu'il a vu une fille qui s'appelle Kana dans un rêve. Cette Kana lui a demandé de lui dire où se trouve la télécommande de la bombe antiproton, c'est-à-dire dans la base secrète du terrain vague. Kenji va à la base, mais il lui trouve un mot disant que la télécommande est dans la boîte à souvenirs. Alors il va déterrer la boîte où ils avaient tous mis un souvenir dedans pour l'ouvrir dans le futur lorsqu'ils seraient devenus des adultes. Dedans il trouve une télécommande en bois où il est écrit au dos « La vraie se trouve à la base secrète du parc d'attractions ». On prend des nouvelles de Yukiji, ça faisait un bout de temps. Elle est au chevet de Takamatsu, dont elle cherche également à savoir où se trouve cette fichue télécommande. L'armée arrive pour demander à Yukiji d'arranger la situation qui est en train de dégénérer entre le groupe de Kana et l'armée des Nations Unies. Avant de partir, Takamatsu lui révèle que la fille du professeur Shikishima aurait tué l'ancienne femme portant l'enfant d'Ami. Yukiji arrive enfin à la voiture de Kana et des autres. Kana sort du véhicule et affirme à Yukiji qu'elle sait où se trouve la télécommande. Manjume dans le simulateur lui a dit par télépathie avant de s'envoler pour l'au-delà, libéré. Kenji trouve par ailleurs la feuille où est dessinée la fin du cahier de prédiction. On y voit cette fois-ci un robot géant détruisant la base, ce qui active le bouton pour lancer la fin de l'humanité. Et qui vient de partir pour trouver cette télécommande pile à la base secrète? Kana et Yukiji. Le robot géant qui a été utilisé pour détruire les soucoupes volantes n'a toujours pas été déplacé par l'armée. La fille du professeur Shikishima commande le robot grâce à une télécommande. Elle est en train de le diriger vers la base secrète pour appuyer sur l'interrupteur. Interrupteur d'ailleurs qu'a enfin trouvé Kana et Yukiji. Kana a subitement une vision, elle voit l'endroit où est contrôlé le robot. Ocho arrive à son tour ainsi que Kenji qui est sorti du simulateur. Il demande à Ocho et Kana de rester à la base du terrain vague pour surveiller que personne ne tente d'appuyer sur le bouton. Pendant ce temps, Yukiji se rend à l'endroit d'où est piloté le robot. Kenji, lui, s'occupe du robot. Il pénètre à l'intérieur et tente de le stopper. Cela va s'avérer compliqué car la fille Shikishima a mis le robot en pilote automatique. Yukiji parvient tout de même à immobiliser la fille de Shikishima. Kenji se souvient d'une technique qu'utilisait Yukiji d'ailleurs, enfant, pour battre n'importe qui, faire un croche-pied au moment où la jambe est levée. Kenji va réussir à faire lever la patte du robot de façon à ce qu'il trébuche sur un ensemble de câbles. Le robot géant se couche sur le côté, il est immobilisé. La sécurité de l'humanité est officiellement assurée. Ami est mort. Plus aucun robot n'est en état de fonctionner. Le virus est détruit. Pour autant, Kenji ne prend pas le temps de fêter cette belle victoire. Il fonce ce simulateur pour réparer quelques petites erreurs. Déjà, il retrouve son lui enfant et lui demande d'aller dire au revoir à Sadakiyo lorsqu'il déménagera. Il lui promet de lui écrire. Ce qui nous voit un sourire de Sadakiyo sur son lit d'hôpital avant qu'il ne meure. Kenji lui demande de corriger encore 2 choses avant de partir. Il va s'excuser auprès de la vieille dame qui tient la supérette pour avoir volé le badge de justicier de l'univers. Ensuite, il va s'excuser auprès de l'enfant qui s'était fait passer un savon par cette même vieille dame pour avoir été accusé à tort d'avoir volé le badge. Cet enfant, c'est justement lui qui est devenu le deuxième ami. Il a été méprisé par les autres enfants, considéré même mort par Yamane et Fukube. Ce mensonge de Kenji a sans doute causé la rancœur et la haine de cet enfant envers lui et l'injustice. Kenji adulte se retrouve sur le toit de l'école primaire. Il y trouve justement l'enfant en question portant un masque comme Sadakiyo. Cet enfant s'en va après avoir demandé à Kenji enfant de devenir son ami. Pour Kenji, il s'agit de Katsumata, mais ce dernier ne le confirmera pas. Malgré tout, on obtient enfin un nom sur le visage de ami numéro 2, Katsumata, un enfant qui était dans l'ombre du groupe de Fukube et qui était au courant de tout.
J'espère que vous avez pris un grand plaisir à m'écouter et à suivre les aventures incroyables de Kenji et de ses amis. Naoki Urasawa nous a écrit une œuvre magistrale, magnifiquement orchestrée par ses soins. J'ai essayé de donner le meilleur de moi-même pour vous la raconter le plus efficacement possible. Si vous avez apprécié écouter cette vidéo, je vous invite à vous abonner pour être prévenu à la mise en ligne de la prochaine vidéo. Moi, je m'en vais travailler sur un prochain dossier. Je vous dis ciao ciao.